Et donc, il s'intitule L'introduction à un rappel. Nous avons donc commencé à le travailler. Je fais un petit rappel comme ça nous permettra d'enchaîner plus facilement. Donc, nous avons, à travers ce slide, nous avons essayé de un peu situer le cours de Archi 2, où nous avons vu que c'est la suite de Archi 1, d'accord? Donc, c'est le complément de Archi 1, donc c'est Archi 2. Donc, c'est beaucoup plus l'interaction entre processeurs et les périphériques à travers ce qu'on appelle les circuits d'interface. Notez que circuit, c'est avec S, les circuits d'interface. D'autres appellent ça les contrôleurs d'interface, d'autres appellent ça les circuits d'entrée-sortie, ou bien les contrôleurs d'entrée-sortie. Tout cela, c'est des synonymes. Et vous remarquez que comme la mémoire est connectée au processeur à travers les différents bus de données, d'adresse et de contrôle, même les circuits d'interface sont connectés à ces mêmes bus. Et donc, ça veut dire que ces circuits-là vont être programmables. D'ailleurs, les circuits d'interface, comme je vais les aborder, vous allez voir, c'est des circuits intelligents et programmables. Donc, intelligent, ça veut dire qu'ils peuvent avoir plusieurs modes de fonctionnement. Et programmable, ça veut dire je pourrais changer leur mode de fonctionnement seulement par programmation en utilisant ma boîte à outils qui est les instructions d'un programme. Alors, on a ça donc, au moment opportun. Donc, tout le monde constate que ici, on est sur la suite de Archi 1, tout simplement. Ensuite, on est passé donc à ce slide où on a commencé à présenter la notion qui nous intéresse le plus, à savoir la notion de la pile. Et là, nous avons dit quoi? Nous avons dit que la pile est une partie de la mémoire RAM. Donc, qu'est-ce que c'est que la pile? La pile est une partie de la mémoire RAM. Et comme c'est de la RAM, donc c'est de la DRAM, et donc la pile, elle permet la lecture et l'écriture. Et donc, son organisation, il faut, ça veut dire la dernière information introduite, c'est la première qui sera extraite, tout simplement. La pile est caractérisée par un sommet de pile. Oui, la pile est caractérisée par un sommet de pile. Et quand il s'agit du 80-86, donc le sommet de pile est indiqué par SS fois 16 plus le SP. SS fois 16 plus SP. Pourquoi SS? Parce que la pile, elle est dans le stack segment. Elle n'est pas dans le code segment, elle n'est pas dans le data segment, elle est dans le stack segment. Et donc, SS fois 16 va me donner le début de ce stack segment et le SP va me situer dans ce stack segment exactement. Donc, la pile est caractérisée par un sommet de pile, ou bien par le sommet de pile. Et ces adresses évoluent contrairement aux adresses de la mémoire traditionnelle. Ça veut dire, dans la mémoire traditionnelle, quand on écrit, les adresses s'incrémentent. Par contre, quand je suis avec la pile, plus j'écris, et écrire dans la pile s'appelle empiler. Hein, c'est l'empilement. Et plus j'empile, plus les adresses décroissent. Ça veut dire je reviens aux adresses basses. Donc, l'évolution est contraire à l'évolution dans la mémoire traditionnelle. Pour le microprocesseur 8086, tous les accès à la pile se font sur 16 bits. C'est-à-dire que si je travaille avec le 8086, je ne peux pas accéder à la pile sur 8 bits. J'accède seulement sur 16 bits. Okay? Et donc, bien sûr, si j'accède sur 16 bits, ça veut dire que les adresses vont évoluer par plus 2. L'incrémentation se fera par plus 2 parce que ces cases mémoire sont chacune sur 16 bits, comme je viens de le dire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adresse physique du sommet de la pile, hein, donc c'est SS fois 16 plus SP. Okay? Je rappelle que dans la pile, le sommet de pile indique toujours le dernier élément empilé. Hein, le sommet de pile indique toujours le dernier élément empilé. Ça veut dire quoi? Si ici j'ai le dernier élément empilé, si je veux encore empiler, je dois revenir à cette case mémoire-là. Donc, il faut d'abord une décrémentation suivie d'une écriture. Voilà le sens d'empilement dans la pile et voilà le sens de dépilement dans la pile. Comme j'ai dit, les empilements se font contrairement à l'évolution des adresses dans la mémoire traditionnelle. Est-ce qu'il y a des questions sur ce slide-là?
des questions de rappel, si vous voulez. OK, donc je passe au slide suivant. C'est des rappels que je fais pour que ces notions donc, vont être bien assimilées. Alors, le mode d'utilisation de la pile maintenant. Le mode d'utilisation de la pile. Il y a deux types d'utilisation de la pile. Euh, je peux aller utiliser la pile en tant que pile. D'accord? Donc, la pile, elle a une organisation défaut, elle a un sommet de pile, l'évolution terrestre est contraire à la mémoire traditionnelle, etc. Ou bien je peux voir la pile comme étant de la mémoire, comme étant de la mémoire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand on a fait la présentation, on a dit que la pile est une partie de la mémoire, donc j'ai le droit de voir la pile comme étant de la mémoire. Donc là, c'est deux utilisations différentes. On va commencer par la première, qui est la pile en tant que pile. Donc, le mode d'utilisation de la pile en tant que pile. Donc, dès que je dis la pile en tant que pile, je me rappelle des choses. Que cette pile, elle est dans la RAM, cette pile, euh, elle a une organisation défaut, cette pile, elle a un sommet de pile, cette pile, donc, peut-être, on va l'utiliser seulement avec des accès séquentiels. Que veut dire les accès séquentiels? Ça veut dire que je ne peux atteindre une case mémoire de la pile que lorsque je passe par les précédentes. Donc, c'est ça la pile en tant que pile. Donc, elle a tous les ingrédients d'une pile. Alors, dans ce mode d'utilisation, les accès à la pile sont tous séquentiels. Ça veut dire que je ne peux passer à une autre case mémoire de la pile que lorsque je passe par les cases mémoire précédentes. Alors, ici également, donc, je vais avoir deux types d'utilisation sont possibles. La pile en tant que pile. Donc, je peux avoir un type d'utilisation que j'appellerais utilisation explicite. Et un autre type qui est utilisation implicite. Alors, c'est quoi ça? Comme je dis, utilisation explicite, c'est moi qui vais dire au processeur, je veux utiliser la pile. Je veux utiliser la pile. Donc, ça, c'est une utilisation explicite. Donc, on l'a avec précision. Comme je peux avoir une utilisation implicite de la pile, ça veut dire quoi? Sans que je dise au processeur, je veux utiliser la pile, parce que je suis en train de faire certaines opérations où la pile doit être utilisée sans l'exprimer. Donc, le processeur va l'utiliser. Donc, dans l'utilisation explicite, c'est moi qui dis au processeur, je veux utiliser la pile. Dans une utilisation implicite, la pile est utilisée bien que moi je ne le précise pas, parce que l'opération que je veux mener implique l'utilisation de la pile. OK? Donc, alors, je commence par d'abord la notion d'utilisation explicite. Tout cela, nous l'avons fait. Hein? Donc, j'ai fait un passage rapide. Donc, dans l'utilisation explicite, donc, cette utilisation sert à empiler ou dépiler explicitement des données de la pile. Donc ici, c'est pour empiler ou bien dépiler des données que j'ai dans la pile. Okay? Et donc, il y a des opérations. Les deux seules opérations qui permettent une telle utilisation sont push et pop, empiler et dépiler. Donc, si j'utilise la pile d'une manière explicite, en tant que pile, il y a deux seules opérations. C'est l'opération empiler et l'opération dépiler. Empiler en assembleur, ça veut dire push quelque chose. Push quelque chose. C'est push, ce n'est pas push. D'accord? Push une donnée. Et si je veux dépiler quelque chose de la pile, c'est quoi dépiler? C'est aller lire quelque chose de la pile. Donc, ça sera pop DST. DST va recevoir la donnée que j'ai lue de la pile. Alors qu'ici, source, c'est la donnée que je vais écrire dans la pile. Comme j'ai dit la dernière fois, push source, donc elle a donc une cousine qui est push F, et donc tout est collé, hein, push F, tout est collé, qui veut dire push flags, et ça c'est empiler le PSW. Donc empiler encore une autre fois, ça veut dire je vais écrire dans la pile. Et il y a également pop F pour dépiler le flag. Les détails sont là. Par exemple, si je fais push source, donc ce que vous devez retenir,
comme le dernier élément de la pile qui est indiqué par le sommet de la pile est indiqué par le sommet de la pile, et donc la case mémoire indiquée par le sommet de la pile, c'est une case mémoire déjà occupée sur laquelle je ne peux pas écrire. Donc, quand j'ai un empilement, un push, une donnée, un push source, le processeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décrémenter le SP de -2 pour aller à la case mémoire qui n'est pas occupée, et il va écrire source à cette case mémoire. Rappelez-vous que source doit être sur 16 bits. OK? Donc, je reviens ici, un moment, voilà, je reviens ici. Donc, si le sommet de pile est là, si je dis push source, donc cette case mémoire est déjà occupée. Donc, que va faire le processeur? Il va décrémenter le SP de -2. -2, pourquoi? Parce que les éléments sont sur 16 bits, et c'est là qu'il va écrire. Et push F, c'est la même chose, sauf que ce que je vais écrire, c'est le PSW, parce que c'est push flag. Le pop, c'est l'opération contraire. Le pop, c'est aller lire à partir du sommet de la pile. Donc, le pop, c'est d'abord une lecture suivie de l'incrémentation de SP de +2. Je reviens ici. Si ça, par exemple, si je suppose aller la case mémoire, c'est le dernier élément occupé, indiqué par le sommet de pile. Si je fais pop de cette case mémoire, donc d'abord, le processeur va lire cette case mémoire-là, et comme cette case mémoire n'est plus occupée, et donc le sommet de pile va être mis à jour pour venir ici. OK? Tout simplement. Voilà le sens de dépilement. Tout cela, on a discuté. Pop F, maintenant c'est clair. Donc, je vais lire à partir du sommet de la pile le PSW, et ensuite, le SP est mis à jour par son incrémentation de +2. Donc, en deux mots, si vous voulez, l'opération push qui est empilée. Donc, il s'agit de faire quoi? C'est une décrémentation de -2 de SP suivie d'une écriture. Alors que quand je veux dépiler, c'est le contraire. Donc, c'est d'abord la lecture suivie de l'incrémentation de SP de +2. Des questions sur ça? OK. Alors, j'avance. C'est ça? Oui. Donc, on a donné un exemple ici, si vous vous rappelez. Donc, voilà la séquence. Donc, AX400, SSAX. Donc, par ces deux instructions, qu'est-ce que j'ai fait? Par ces deux instructions, je viens d'initialiser le registre segment, stack segment, SS. Et donc, maintenant, si je fais SS fois 16, j'ai quoi? J'ai l'adresse de débit du stack segment. SP, donc, moi, je l'initialise à 0,100. Et donc, j'ai le sommet de pile. Avec SSP, maintenant, j'ai le sommet de pile. Alors, si je représente ça ici, donc voilà le sommet de pile. Voilà, SS 0400 et SP 0100. Cette écriture, bien sûr, elle est équivalente, c'est-à-dire 0400 fois 16 plus 0100, qui va me donner une adresse physique sur 20 bits. Ensuite, je fais quoi? Move BX 1, 2, 3, 4, et je fais push BX. Donc, je suis là. Initialement, le sommet de pile est là. Et je fais push BX. Qu'est-ce qui va se passer? Comme push, donc il s'agit de décrémenter un SP de -2 suivi de l'écriture. Donc, le SP va être décrémenté. Et donc, je passe de 0,100 à 0,0 FE. C'est une décrémentation de -2, suivi de l'écriture de quoi? De l'argument de push qui est BX, qui est 1, 2, 3, 4, H. Si je fais un autre, maintenant le sommet de pile, il est là. Si je fais un autre push, ça sera la même chose, une décrémentation de SP de -2, suivi de l'écriture de l'argument de push qui est AX, et AX est égal à 0,400. Et le nouveau sommet de pile maintenant, c'est celui-là. Donc ça, c'est les effets de push. Maintenant, si plus tard, je vais faire des pops, si plus tard, je dois faire des pops, donc alors que mon sommet de pile ici, et le sommet de pile, il est là, et donc il est à cette adresse, et pop AX veut dire quoi? Lire le contenu de la case mémoire qui est indiqué par le sommet de la pile, donc c'est 0,400, l'affecter à l'argument de pop, donc AX va recevoir 0,400, n'est-ce pas? Et le pop, donc, c'est une lecture suivie de l'incrémentation de SP de +2. Et donc, le SP, il est là. Et donc, le nouveau sommet de pile, c'est cette case mémoire-là.
Ce n'est pas celle-ci. Maintenant, le sommet de pile, il est là. Si je fais un pop BX, la même chose. Le pop, c'est une lecture d'abord. Donc, le processeur va lire le contenu de la case mémoire, celle-ci. Il va l'affecter à BX. Ensuite, il va incrémenter SP. Donc, on revient ici. Et le nouveau sommet de pile, après les deux pop, ce sera cette case mémoire-là. OK? Alors, juste, j'attire votre attention sur donc, un petit point. Remarquez, s'il vous plaît, que si je veux récupérer les éléments que j'ai empilés ici, je veux les récupérer tels qu'ils étaient. Donc, le sens de dépilement doit être contraire au sens de l'empilement. Vous voyez, j'ai fait ici push BX, ensuite push AX. Si je veux récupérer ces éléments exactement tels qu'ils étaient dans les registres, je dois inverser le sens de dépilement. Alors que j'ai commencé push BX, ici je dis pop AX. Ici push AX, je dis ici pop BX. Hein? Ça, c'est pour récupérer exactement le nombre d'éléments. Si quelqu'un se trompe ici, par exemple, en voulant récupérer les données qu'il avait sauvegardées dans la pile, ici il fait, si je suppose qu'il fait pop BX, ensuite pop AX, qu'est-ce qui va se passer? Il aurait permuté les deux éléments qui étaient dans AX et BX. Donc, je vais avoir une permutation. C'est-à-dire que AX va recevoir ce qu'il y avait BX et BX va recevoir ce qu'il y avait dans AX. Donc, faites attention au sens de dépilement par rapport au sens de l'empilement. Donc, si je veux récupérer les mêmes éléments tels qu'ils étaient dans le registre, je dois inverser le sens de dépilement par rapport au sens de l'empilement. J'espère que c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Monsieur? Oui, Amin, oui. Le stack segment fait 64 كيلو اوكتي كيف كيف؟ كيف oui. كاراني في l'adresse physique 0400 لو كان نوصل ل 0440 ونحب نزيد نونبيل كيفاش يدير donc maintenant si اصبرني دوك نقول لك. Bon, généralement, le problème est pris en charge par le système d'exploitation. Il va te dire saturation de la pile. C'est pris par le système d'exploitation. Il fait des protections. Pour ne pas tomber dans ce cas-là, il va te dire saturation de la pile. Ça veut dire مابقاش espace dans la pile. Maintenant, si tu es sur un système d'exploitation naïf, ça veut dire que اللي ما عادش يدير الحاجة هذه، كي تخرج من الطاقة تدخل من الباب. Tout simplement, إذا خرجت من زيرو راح تدخل من تحت من F. Mais ça ne serait pas joli de voir ça. Il y aura quelques erreurs logiques. Et donc, c'est le système d'exploitation qui prend en charge ça. Maintenant, Amine, laisse-moi te dire quelque chose. C'est une question que souvent les gens posent. Et si vous voyez la pile, la nature de la pile, elle n'est pas gourmande en espace. La pile, mais l'espace. Elle n'est pas gourmande dans l'espace. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué, si je fais un empilement, je vais faire quoi? Un dépilement. La position initiale. Ok? Dans la pile, ça n'est pas comme la mémoire. On est la mémoire. Dans la pile, si j'empile, c'est parce que par la suite, je vais dépiler. Maintenant, je vous donne un exemple. Vous savez que les processeurs, même le processeur, le nombre de registres qu'il a, il est limité. ممكن يكونوا 12 ممكن يكونوا 14 ممكن يكونوا 20 مهما كان le processeur, le nombre de registres est limité. Ok? Si maintenant j'ai beaucoup de données à traiter, j'ai peu de registres. Alors que moi, je sais que pour un temps d'exécution meilleur, il faudrait travailler avec les registres. Et donc, on dit beaucoup de données et j'ai peu de registres. Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire, de temps en temps, je dois libérer les registres, donc leur contenu, je vais les empiler. باش نفرغ les registres هذيك باش نقدر نخدم بهم ailleurs. Donc, je prends les registres, حبيت نزيد نخدم بهم une deuxième fois, sans perdre leur valeur, je vais empiler ces registres dans la pile. Donc, je le libère من les registres. نقدر ندير لهم une autre utilisation. Quand je aurai besoin des données qui étaient initialement dans ces registres, je fais quoi? Je vais dépiler. Et dépiler, ça veut dire je vais restaurer les valeurs initiales. Et donc, ça veut dire quoi? La pile que je ne demande pas beaucoup d'espace. J'empile et qu'à un certain moment, je vais dépiler. Donc, la pile doit rester équilibrée.
Donc, la notion, راح نخرج من فوق 0000, qu'est-ce qui va se passer? Le problème ne se pose pas du tout. Mais c'était une très bonne question quand même. D'autres questions? C'est moi, donc vous avez plus que ce que vous avez posé comme question, donc j'ai donné les détails au maximum. Donc, rappelez-vous donc, que la pile, le sens de dépilement et de dépilement doit être toujours opposé, tout simplement. C'est bon pour ça? Pour ce slide? Alors, j'avance, s'il vous plaît. On s'est arrêté la dernière fois ici, n'est-ce pas? OK, donc qu'est-ce que je retiens jusqu'ici? Donc, ça, c'est l'utilisation. C'est d'abord le mode d'utilisation pile en tant que pile. Et ensuite, c'est l'utilisation explicite de la pile. Ça veut dire, أنا اللي راح نقول للبروسيسور روح خبي لي BX, روح خبي لي AX dans la pile. Donc, je le dis explicitement pour ça. أنا نقول له روح la pile خبي لي BX si je fais push BX. روح la pile خبي لي AX si je veux empiler AX. عادة pourquoi je fais هذا؟ عادة je fais ça parce que dans le traitement ici, j'ai besoin d'utiliser BX avec d'autres données parce que ما عنديش beaucoup de registres. Donc نروح نخبي les valeurs تاع BX et AX. Donc je peux disposer de registres BX et AX pour d'autres données. وكي نكمل مع les données qui sont là, je vais restaurer les valeurs initiales اللي رامنا. Donc c'est une utilisation explicite de la pile. On va passer maintenant au deuxième type d'utilisation de la pile en tant que pile, c'est l'utilisation implicite. وش معنى utilisation implicite? C'est comme si je dis au professeur أنا راح ندير واحد les opérations والفاهم يفهم روحه. Ça veut dire quoi? هذم les opérations اللي راح نديرهم et donc ils ont besoin de la pile. Donc بلا ما نقول لك va utiliser la pile, ben tu vas utiliser la pile. Donc الفاهم يفهم روحه. وحدك tu vas comprendre toi le processeur que j'aurai besoin de la pile. هذه implicite, ok? Ça veut dire الهضرة بالمعنى برك. Ok, alors utilisation implicite. Ce type d'utilisation est rencontré dans les appels et retours aux procédures. Procédure, c'est ce que vous avez appelé dans les modules algo fonctions. OK, donc les utilisations, pardon. Les utilisations, j'ai la barre qui me cache le texte, donc je ne le vois pas très bien. Ce type d'utilisation est rencontré dans les appels aux procédures. Alors, les appels aux procédures, donc les procédures, c'est quoi? C'est, comme je dis, les fonctions. Alors, il y a deux types d'appels, je parlerai tout à l'heure, ce que j'appelle les appels NIR et les appels phare. Oubliez ces deux termes, vous allez comprendre dans quelques minutes. Okay? Mais également dans les appels et les retours des interruptions logicielles et matérielles. Donc, les interruptions logicielles et matérielles, on les laisse de côté, bien que vous allez avoir des chapitres sur cela, ça va devenir très clair. Occupez-vous maintenant seulement des appels et retours aux procédures, c'est-à-dire les appels et les retours aux fonctions. Okay? Et oubliez, comme si vous n'avez pas vu NIR et phare, je vais l'expliquer tout à l'heure. Okay. Donc, une des utilisations implicites de la pile, c'est quand j'appelle une fonction. Alors, c'est quoi une fonction? On a une procédure. Une fonction, on a une procédure, c'est quoi? C'est un code que je veux utiliser plusieurs fois dans mon programme. Et donc, si ce code, je vais l'écrire plusieurs fois, il va augmenter la taille de mon programme, n'est-ce pas? Supposez un code, mais c'est un code qui va calculer factoriel n. Et vous avez besoin de calculer factoriel n plusieurs fois avec plusieurs nombres. Donc, si à chaque fois vous allez écrire ce code de factoriel n dans votre programme, eh bien, la taille de votre programme va être énorme. Il y a une deuxième solution, c'est quoi? C'est prendre le code de factoriel n de la procédure, le mettre sous forme d'une procédure, et à chaque fois que je vais avoir besoin de ce code-là, je lui fais appel, il va s'exécuter. Et quand ce code se termine, je reviens au programme appelant pour continuer la suite de mon programme. Et ensuite, je peux encore appeler de nouveau ce code, etc.
Donc, le fait d'utiliser des procédures ou bien des fonctions me permet quoi? De quoi? D'optimiser la taille de mon programme. Ça veut dire, je vais éviter ce qu'on appelle la redondance d'un code dans le programme. Un code ne va pas se répéter plusieurs fois parce qu'il va m'occuper beaucoup d'espace mémoire et augmenter la taille de mon programme. Donc, je l'écris une seule fois sous forme de procédure. Donc, on dit le code de côté dans une procédure. Et à chaque fois que j'en ai besoin, je l'appelle avec une fonction, une instruction d'appel, il va s'exécuter. Et quand il se termine, donc il y a la dernière instruction de cette fonction, ça sera l'instruction de retour qui me fait revenir au programme appelant celui qui a appelé cette fonction. Et je peux l'appeler autant de fois que je veux. Ça, c'est la notion donc de procédure. Oubliez pour l'instant les appels, des interruptions, etc. Au moment opportun, on discutera de cela. Il y a des chapitres pour cela. OK. Donc, si j'ai compris la notion de procédure ou bien de fonction, qui est un code que je vais utiliser plusieurs fois, donc il faut appeler ce code et il faut revenir de ce code. Alors, les instructions d'appel et de retour des procédures, ici je ne traite que le cas des appels directs, ça veut dire des appels directs. La procédure, je sais où est-ce qu'elle est et donc je vais dire au procédure directement pour l'exécuter. Alors, je peux avoir deux types d'appels à des procédures, deux types d'appels, soit des appels ce qu'on appelle intrasegments, ou bien des appels à des procédures intersegments. C'est quoi la différence? Si je suis dans un appel intrasegment, et ça veut dire que la procédure elle est intrasegment, ceci veut dire quoi? Que et l'appel de la procédure et le code de la procédure sont dans le même code segment. OK? Donc, si je suis dans une procédure intrasegment, où là, je fais un appel intrasegment, ceci suppose que l'appel à cette procédure et la procédure, le code de la procédure se trouve dans le même code, dans le même code segment. Alors, vous êtes assez intelligent pour comprendre que si l'instruction d'appel et la procédure sont dans le même code segment, ça veut dire que le CS, le registre CS ne change pas. Je reste dans le même code segment. Ce qui va changer, c'est quoi? C'est seulement IP. OK? Seulement IP, parce que je reste dans le même code segment. OK? Par contre, si je dis appel intersegment, ceci veut dire que l'appel est dans un code segment et la procédure, elle est dans un autre code segment. Et donc, quand je suis dans le premier code segment, je fais un appel à la procédure et la procédure, elle est dans un autre code segment. Ceci veut dire quoi? Que IP va changer et CS vont changer. Est-ce qu'il y a des questions pour comprendre ça? Dois-je le répéter? Est-ce que vous avez des questions? OK, il n'y a pas de questions. C'est le silence complet. Allez. Donc, comme ça, si vous ne me posez pas de questions, je ne sais pas où est votre difficulté. Pour corriger cela, donc, okay, donc je vais dire que donc, ça avance bien. Alors, si maintenant j'appelle une procédure intrasegment, qui veut dire que l'appel et la procédure sont dans le même code segment, l'instruction d'appel, c'est call. Call, c'est quand je vois l'instruction call, ça veut dire que j'appelle une procédure. Le fait de dire ni RPTR, hein, donc il ne faut pas prendre le nos outre nos, donc ni RPTR, ceci veut dire que je suis dans un appel intrasegment. Ni qui veut dire quoi? Proche, ça veut dire que la procédure et son appel sont dans le même code segment. Et le nom de la procédure. Et le nom de la procédure. Donc, call, ni RPTR, nom de la procédure. Donc, ce qui va changer, c'est le nom de la procédure, tout simplement. Alors, si maintenant je fais un appel NIR, le processeur va faire quoi avant d'aller à la procédure? Il doit faire quoi, s'il vous plaît, avant d'aller à la procédure?
enregistrer l'adresse de Oh, retour. très bien. Alors, j'ai enregistré l'adresse de retour. Pour que quand je termine la procédure, quand le processeur termine la procédure, il sait où est-ce qu'il doit revenir de là où on a fait l'appel, n'est-ce pas? Alors, deuxième question, s'il vous plaît. Enregistrer où? La pile. Dans la pile, excellent, excellent, dans la pile. Donc là, voyez-vous, quand dans le programme principal, je fais corner RPTR et une procédure, le processeur, immédiatement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'action suivante. Il va faire un push. Voyez-vous? Un push. Et un push, nous avons dit, c'est quoi? C'est d'abord la décrémentation de SPD-2 pour éviter d'écrire dans la classe mémoire indiquée par le sommet de la pile, suivi de la lecture de quoi? De IP retour. Là où on reviendra après la procédure. C'est ça pour moi, IP retour. OK? J'espère que c'est clair. Donc, comme je suis dans un type d'appel intrasegment qui suppose à ce moment-là que l'appel et la procédure sont dans le même code segment, et donc il n'y a que IP qui change, et donc vous voyez que le processeur ne va sauvegarder dans la pile seulement le IP retour. Par contre, si je fais un appel intersegment, qui veut dire quoi? Qui veut dire que l'appel et la procédure sont dans deux codes segments différents. À ce moment-là, le IP va changer et le CS va changer parce que je vais aller sur une procédure qui est dans un autre code segment. Et là, le processeur, il sera obligé d'aller sauvegarder dans la pile quoi? Le CS, parce qu'il change, je passe d'un code segment à un autre, et le IP, parce que je ne suis pas au même endroit dans le code segment. Et donc, il va faire des push. Et s'il fait des push, avant de passer à la procédure, pour aller sauvegarder l'adresse de retour, donc le premier push, le voilà. Rappelez-vous qu'un push, c'est quoi? C'est la décrémentation de SPD-2 suivi de l'écriture de quoi? De CS retour. Ça veut dire c'est le CS qui contient une instruction d'appel par la procédure. Et un deuxième push qu'il va faire automatiquement, qui va être pour aller sauvegarder, empiler le IP retour. On va faire un exemple tout à l'heure. C'est quoi le retour, monsieur? Le retour, c'est quand je reviens au programme qui a appelé la procédure. Parce que en allant à la procédure, je perds l'endroit où est-ce qu'il faut revenir. Et Mokran me dit quoi? Monsieur, pourquoi c'est un push? Mais là, on fait quoi dans la pile? Si on ne fait pas un push, on fait quoi? Dans la pile, en tant que pile, les deux seules opérations, c'est empiler, dépiler. Et si je vais écrire dans la pile, je dois faire un push. Un push si c'est intrasegment, parce qu'il n'y aura que IP retour qui va être sauvegardé. Et si je suis dans un appel intersegment, donc il va y avoir le CS et le IP retour. Alors, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez répéter intersegment, ok? Intersegment, ça veut dire que l'appel, il est dans un code segment, l'instruction d'appel est dans un code segment. Et la procédure, elle est dans un autre code segment. ok? Donc, j'ai dans mon programme deux codes segments maintenant. Donc, si je décide à un certain moment d'appeler cette procédure qui est dans un autre code segment, donc il y a deux choses qui vont changer, n'est-ce pas? Le CS va changer. Je passe d'un code segment à un autre. Si j'ai deux codes segments différents, ça veut dire que le CS va changer de valeur. Et pour ne pas perdre la valeur de CS initiale, je dois aller le cacher dans la pile. Mais également, l'IP va changer parce que ça dépend juste de où, à quel offset dans le code segment 1, pour aller à quel offset dans le code segment 2. Donc, le IP va changer également. Et donc, je dois également aller empiler le IP. C'est ce que vous
voyez, voilà le CS et voilà le IP. D'autres questions? Parfait. Donc, voilà les appels et ça, c'est pour aller à la procédure. La procédure, qu'elle soit intrasegment ou la intersegment, sa dernière instruction doit être quoi? Sa dernière instruction, ça va être l'instruction de retour qui dit on a terminé, on revient au programme appelant. Donc, c'est l'instruction de retour. Voilà la syntaxe de l'instruction de retour qu'on va rencontrer comme étant la dernière instruction dans le corps d'une procédure, dans le corps d'une fonction. Donc, la syntaxe de c'est ret. Ret pour dire retour. Maintenant, ce ret-là va fonctionner selon le type d'appel. Si le type d'appel est intrasegment, et là, le processeur peut le savoir très facilement, donc il va aller dépiler seulement le IP. Et rappelez-vous, dépiler, c'est quoi? C'est aller au sommet de la pile, lire le contenu du sommet de la pile et l'affecter à IP. Ensuite, la mise à jour de SP. Okay? C'est le contraire de cela, n'est-ce pas? Ici, à l'appel, donc, on a fait un push, on a décrémenté SP et on a écrit l'adresse de retour au sommet de la pile. Maintenant, parce que j'ai terminé l'exécution du programme, il faut aller à la pile pour donc restaurer la valeur de IP retour. Donc, voilà le pop. Au niveau de ce sommet de la pile, je lis et j'affecte à IP qui est IP retour et la mise à jour de SP. Ne voyez pas ça, je le dirai tout à l'heure. Maintenant, si le call a été fait intersegment, ça veut dire l'appel et la procédure ne sont pas dans le même code segment. Et si on a fait cet appel intersegment, nous avons empilé deux choses, n'est-ce pas? Nous avons empilé le CS retour et le IP retour. Donc, c'est les adresses qui me permettent de revenir au programme qui a été donc quitté pour aller à la procédure. Et donc, à ce moment-là, on doit faire quoi? Deux dépilements parce qu'il y a eu deux empilements. Le premier empilement, ça va être pour le IP et le deuxième empilement, ça va être pour le CS. Okay? Maintenant, le ret, donc, si vous voulez, une variante, c'est ret expression constante. Maintenant, on va dire ret 4, ret 2 fois 4. Donc, si vous avez ça, ret avec une expression constante, après avoir fait l'action de ret, ensuite, il va encore mettre à jour le SP en lui rajoutant l'expression constante. Donc, c'est juste une correction de SP. Ce que je vous conseille, s'il vous plaît, laissez ça pour le TDR. Ret expression constante, ne la voyez pas dans le cours, je vais l'expliquer en TDR. Quand on va manipuler, vous allez voir le sens de Hamner. Occupez-vous seulement de ret pour l'instant. Donc, le ret va dépendre de quoi? Du type de l'appel. Donc, si c'est intrasegment, donc le ret va dépiler seulement le IP et c'est le ret. L'appel était intersegment, le ret va dépiler le IP et le CS. Voilà, donc je vais passer à un exemple. Mais avant de passer à un exemple, laissez-moi vous donner la syntaxe. Monsieur, pourquoi c'est pour chaque la ça y est, donc j'ai répondu à ces questions. Alors, avant de donner un exemple, laissez-moi donc vous montrer la syntaxe de déclaration des procédures. Comment on déclare des procédures? Parce que dans vos TP, même les TD, vous allez déclarer des procédures. Alors, pour déclarer une procédure, il faut choisir un nom. Il faut choisir un nom. Ça, c'est la déclaration des procédures dans vos programmes. Il faut choisir un nom à la procédure. Libre à vous de choisir le nom que vous voulez. Hein. Et ça doit être suivi par le mot réservé proc pour dire procédure. Okay. Donc ça, c'est un mot réservé que je ne peux pas utiliser comme variable. Et attribut. Et l'attribut ici, il peut être soit nier, soit phare. Soit nier, soit phare.
Si vous mettez l'attribut nier, ça veut dire que cette procédure ne peut être appelée que dans son propre code segment. Elle ne peut pas être appelée dans notre code segment. Hein? Donc, ça veut dire que cette procédure est intrasegment. Donc, si vous choisissez l'attribut nier, cette procédure ne peut être appelée que à l'intérieur du code segment où elle se trouve. Elle ne peut pas être appelée à partir d'un autre code segment. Donc, nier, ça veut dire intrasegment. Quand vous pouvez mettre far, et far en anglais, c'est pour dire loin. Hein, on dit how far is your house, par exemple. Donc, ça peut être far, et à ce moment-là, cette procédure elle peut être du même code segment, mais également d'un autre code segment. Les deux cas, donc, c'est possible. Okay? Et on dira à ce moment-là que cette procédure est intersegment. Donc, ça, c'est comment on déclare une procédure. Ensuite, j'ai le corps de ma procédure, ça veut dire la tâche qu'elle réalise, n'est-ce pas, les instructions. Toute procédure doit se terminer par ret. Maintenant, est-ce que le processeur doit considérer ce ret far ou bien nier, intrasegment ou bien intersegment? Il va voir l'attribut de la procédure. S'il trouve l'attribut de la procédure nier, donc il sait que à ce moment-là, cette procédure est intrasegment, et donc dans la pile, il n'y a que IP qui a été empilé. Maintenant, si l'attribut est far, quand le processeur arrive à ret, il comprendra donc que c'est le IP et le CS qui ont été empilés parce que c'est l'appel et la procédure sont intersegments. Et pour la syntaxe, quand je termine une procédure, je la termine avec le même nom que j'ai choisi, et la directive ENDP collée, qui veut dire End of Procedure. Voilà donc, si vous voulez, comment écrire une procédure. Donc, c'est quelque chose qui est très simple, n'est-ce pas? Et c'est l'attribut qui va tout dire, est-ce que c'est intersegment ou bien intrasegment. Alors, il y a quelques petites... Alors, si quelqu'un me dit, moi je fais le nom de la procédure, proc, et je n'écris pas attribut, par conséquent, la procédure est par défaut nier. Donc, si on n'écrit pas l'attribut, ça veut dire que le processeur considère que cette procédure est nier. Donc, libre à vous d'écrire nier ou de ne pas l'écrire, parce que par défaut, c'est nier. Il y a une question. Monsieur, pour que vous répétez, c'est quoi le IP? Ah non. C'est quoi le IP? Vous me posez la question, c'est quoi le IP? Ok, encore le IP, c'est Instruction Pointer. C'est celui que vous avez utilisé dans le premier semestre. C'est le IP. Ok, remarque, si l'attribut est nier, donc là, je donne quelques commentaires. Si l'attribut est nier, la procédure est intrasegment. C'est ce que je viens de dire. Si l'attribut est nier, la procédure est intrasegment et tous les appels doivent être intrasegment. Ceci signifie que l'appel et la procédure doivent être dans le même code segment. Et donc, il n'y a que IP qui change. C'est ce que j'ai dit. Si l'attribut est far, la procédure est intersegment. Ceci signifie que l'appel et la procédure sont dans des codes segments différents et donc IP et CS changent. L'action de l'instruction ret dépend de l'attribut de la procédure, ce que j'ai dit. Donc, comment ret va fonctionner? Est-ce qu'elle va dépiler seulement IP ou bien elle va dépiler IP et CS? Va dépendre de l'attribut de la procédure. Alors, dernière remarque, s'il vous plaît. Même si je vais faire n-1 appels à une procédure, donc, supposez, je fais n-1 appels à une procédure, n-1 appel intrasegment, ça veut dire que je l'appelle de l'intérieur du même code segment n-1, et un appel à cette procédure intersegment, ça veut dire que je l'appelle une seule fois d'un autre code segment. L'attribut de cette procédure doit être déclaré far. Donc, si j'ai une procédure que j'appelle n-1 fois
même code segment où elle est, et je l'appelle une seule fois au minimum d'un autre code segment. Obligatoirement, cette procédure doit avoir l'attribut phare. OK, alors s'il vous plaît, je vais passer un exemple pour un peu mettre au clair tout cela. Alors, voilà un exemple. Ici, j'ai un programme principal. Je suppose que j'ai un programme principal. Les points, ça veut dire que c'est un code qui ne m'intéresse pas dans l'exemple. Et dans le programme principal, je fais move AX0400, move SSAX et move SP0100. Okay? Il est clair que ces trois instructions sont là pour faire quoi? C'est pour initialiser le sommet de la pile. Voilà, 0400, 0100. Et le sommet de pile, initialement, il est là. Okay? Et la pile est vide pour l'instant. Et quelque part plus loin, je fais quoi? Call, phare, PTR, ISTHP. Je décide dans ce programme principal, quelque part, d'appeler une procédure qui s'appelle ISTHP. Mais phare, ça veut dire qu'elle est dans un autre code segment. Et voilà cette procédure-là. Donc, il est clair que l'appel est intersegment. OK? Et je suppose que cet appel-là, il est à cette adresse physique. Parfait. La procédure, elle est là. Et c'est bien, vous voyez que l'appel est phare et l'attribut de la procédure est phare. Et je suppose que cette procédure, voyez-vous, elle est dans un autre code segment. La preuve en est, j'étais dans le code segment 3500, je passe à 8000, donc c'est clair que j'ai changé de code segment. Bien sûr, je ne suis pas en même IP. Non. Parfait. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Alors, le processeur, quand il va exécuter le programme principal, il commence comme ça. Move AX0400, move SSAX, move SP0100, donc c'est des instructions qu'il va exécuter comme ça normalement. Et arrivé ici, donc on lui dit quoi? De quitter le programme principal pour aller dans un autre code segment à cette procédure-là qu'il va exécuter. Et le reste le fait revenir où? Ici. Il le fait revenir au programme principal. Donc, il y a l'instruction call. Et comme on a dit, l'instruction call va faire quoi? C'est quoi l'effet de call? Voilà l'effet de call. Call par PTR. Qu'est-ce qu'il va faire? Avant d'aller à la procédure, donc il va empiler quoi? Il va empiler le CS retour et le IP retour. Okay? C'est quoi le CS retour et le IP retour? Donc le CS retour, ça veut dire une fois qu'il passe à la procédure, c'est là où il doit revenir à la fin. Donc le CS retour, c'est 3500, n'est-ce pas? Donc il va l'empiler, et l'empiler, ça veut dire quoi? Un empilement, c'est quoi? C'est décrémenter SP de -2 suivi de l'écriture de 3500. Donc c'est l'écriture de CS retour, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le premier empilement. Maintenant, comme on a dit, donc il va y avoir un deuxième empilement. Le voilà. Mais on va empiler quoi cette fois-ci? Le IP retour. Et donc, on va empiler le IP retour. Et donc, voilà, un empilement, c'est la décrémentation de SP de -2, suivi de l'écriture de IP retour. Et pourquoi j'ai écrit 0,25 et pas 0,020, selon vous? لو كان 0020 بوكل انفيني يبقى دائما يعيط للفونكسيون لازم اللي تحتها الانستركسيون اللي تحتها باش يكمل. على بالك عاودت رديت لي الروح. ميرسي بوكو d'avoir répondu. C'est un moment je me suis dit بالك نهضر وحدي. Très bien. Et tu as raison. C'est très juste. يعطيك الصحة. Effectivement. Il ne faut pas revenir ici. Il ne faut pas revenir ici. Sinon, je tombe dans une boucle infinie. Supposez, le call a appelé la procédure. La procédure a exécuté son code. Le reste me dit de revenir ici. Si je reviens ici, ça veut dire que le call va encore m'envoyer la procédure. La procédure me fait revenir à la même instruction et j'aurai une boucle infinie. Donc, il faudrait revenir où? À l'instruction suivante.
il faut revenir à l'instruction suivante. Maintenant, pourquoi 0025? C'est pour la simple raison que si vous allez sur les feuilles des instructions, je vous invite à aller sur les feuilles des instructions, et vous allez à l'instruction call. Quand vous allez sur l'instruction call phare, vous allez trouver que cette instruction en code machine, elle fait 5 octets. Elle fait 5 octets en code machine. Hein, donc, vous devez aller aux feuilles des instructions et vérifier que le call phare, il fait 5 octets en code machine. Hein, l'opcode, mode d'adressage, etc. Donc, 5 octets. Donc, la prochaine instruction, elle va être à 3500.0025. Et donc, voilà le IP retour qu'on doit sauvegarder. Ce n'est pas 0020, mais 0025. Pour avoir le bon retour et éviter la boucle infinie. OK. Ceci étant fait, ce n'est pas encore terminé, parce que maintenant, le processeur, une fois qu'il a sauvegardé ça, il doit se préparer à sauter là. Venir ici, à la procédure. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller charger IP, maintenant parce qu'il a sauvegardé IP, mais il est sauvegardé, il va changer IP avec quoi? Avec le IP de la procédure, 0600. Donc voilà, maintenant, le IP, il a une nouvelle valeur, 0600. Et le CS qui a été sauvegardé également, maintenant, il va être chargé par la nouvelle valeur qui est 8000. Okay? Alors, sachant que maintenant, une fois que IP et CS ont été chargés par l'adresse de la première instruction de la procédure, et nous savons que CS et IP indiquent toujours la prochaine instruction à exécuter dans un programme. Et donc, la prochaine instruction qui doit être exécutée dans un programme, ce ne serait pas celle qui est là, mais ce sera la première instruction qui est là. Parce que CS et IP indiquent cette instruction qui est là. Ça, donc, c'est pour l'effet du code. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Vous remarquez donc qu'avant d'aller à la procédure, le processeur fait quoi? Passe d'abord par la pile et il sauvegarde l'adresse de retour. Il fait 2 empilements implicites. On ne lui a pas dit push et push, il l'a fait d'une manière implicite. OK? Et ceci va lui permettre par la suite, quand il va rencontrer Red, de faire le bon retour au programme appelant. Donc, c'est l'effet du code. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? OK, parfait. Alors, je continue donc à discuter toujours. Maintenant, l'effet du RET. Parce qu'une fois qu'on est passé ici, il commence à exécuter ces instructions normalement. Donc, il va faire le traitement voulu. Arrivé à RET, qu'est-ce qui va se passer? RET dit au processeur, reviens au programme appelant. Reviens au programme appelant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour revenir au programme appelant, il doit se rappeler où exactement, à quelle adresse. Donc, le RET va faire quoi? Nous l'avons déjà vu. Le RET va revenir à la pile et va donc faire des dépilements. Elle va dépiler le IP retour et le CS retour. OK? Donc, le RET va revenir à cette pile-là pour aller dépiler le IP retour et le CS retour. OK? Donc, alors, ça va commencer par quoi? Ça va commencer d'abord par dépiler le IP. Alors, il est là. Un dépilement, c'est quoi? C'est d'abord une lecture à partir du sommet de la pile, suivie de la mise à jour de SP, l'incrémentation de SP. Donc, le processeur va faire le premier pop, le premier dépilement, il va lire à partir du sommet de la pile 0025 et il va l'affecter où? Il va l'affecter à IP. Mais un dépilement, c'est quoi? C'est une lecture suivie de l'incrémentation de SP de plus 2. Donc, il est là maintenant. Et maintenant, il va faire le deuxième dépilement. Et un dépilement, c'est toujours la lecture de cela.
l'affecter à CS et l'incrémentation de SP. Et donc maintenant, le nouveau sommet pile est là, et IP et CS ont ces valeurs-là. Et nous savons que IP et CS indiquent toujours la prochaine instruction. Et donc la prochaine instruction qu'il va exécuter, elle est à 3500 2 fois 0025. Donc il va exécuter l'instruction qui est là. Et donc le retour va s'effectuer correctement. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? OK, parfait. Donc, on a terminé donc, la notion de... Pardon. On a terminé la notion de l'utilisation de la pile en tant que pile. Il me reste le dernier point dans ce chapitre-là. C'est la notion... Donc, écoutez, vous ne posez pas de questions, donc je vais fermer le chat parce que ça ne sert à rien qu'il me cache des choses. Et je vais même... je suis donc, je suppose, c'est le dernier slide, là. C'est le dernier slide. Oui, je suis sur le dernier slide. Donc, c'est le dernier slide qui va terminer le chapitre là. Il reste pas de travailler en TD et en TP. Je viens maintenant au deuxième type d'utilisation qui est le mode d'utilisation, la pile en tant que mémoire. La pile en tant que mémoire. Donc, on le fait et donc, on part à la maison. Alors, ce type d'utilisation, bon, attendez, j'ai quelque chose qui me cache ici. Comment faire? Alors, est-ce que je peux faire? Alors, ce type d'utilisation de la pile en tant que mémoire, donc c'est pour me permettre de pouvoir effectuer des accès directs dans cette structure de données. Vous savez que quand j'utilise la pile en tant que pile, tous les accès sont séquentiels. Je ne peux passer à une case mémoire que je passe par les cases mémoire précédentes. Alors, je peux maintenant avoir un deuxième type d'utilisation de la pile, ou bien un deuxième mode d'utilisation qui est la pile en tant que mémoire. Si j'utilise la pile en tant que mémoire, donc je vais la voir comme étant de la mémoire. Et donc, je peux lui faire des accès directs à la mémoire. Alors, pour ce faire, on utilise le registre DP. Donc, si je veux utiliser la pile en tant que mémoire, donc je vais utiliser le registre BP. Ce dernier permet d'accéder à n'importe quel espace dans le stack, ça veut dire stack segment, et qui remplit l'espace de la pile. Okay? Parce que la pile est également de la mémoire. Ce type d'utilisation trouve son intérêt dans les traitements récursifs, tels que factoriel n, etc., mais également dans le passage de paramètres. Okay? Dans le passage de paramètres également, je peux avoir ce type d'utilisation. Alors, le mieux, c'est de le voir à travers un exemple. Le mieux, c'est de le voir à travers un exemple. Vous voyez l'exemple suivant et ça va devenir clair. Je termine. Alors, supposez que j'ai un programme principal qui est là et j'ai une procédure intrasegment. Alors, rappelez-vous, quand la procédure est intrasegment, ça veut dire que les appels et le code de la procédure sont dans le même code segment. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce programme principal? Donc, j'ai d'abord un move AX0800, voilà, que j'envoie sur SS, et le SP est fait. Donc, il est clair que ces trois instructions qui sont là, tout le monde voit qu'est-ce qu'elles font exactement. On va faire comme ça pour mieux voir. Voilà. Ces trois premières instructions, elles font quoi, Adam? Elles vont initialiser le sommet de la pile. Donc, initialement, le sommet de pile, il est là, et la flèche, elle est là. Ça veut dire sommet de la pile. Suite. Alors, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pour le besoin de l'exemple, je fais move SI 1, 2, 3, 4, H. C'est juste un exemple. Move DI 6, 7, 8, 9, H. C'est clair ce qu'elles font. Et je fais push SI et push DI. Qu'est-ce qui va se passer? J'étais là, le sommet de pile, il était là, et je fais push SI. Donc, le SP va être décrémenté de -2 et on va écrire le contenu de SI ici, 1, 2, 3, 4, H.
Et la flèche, elle est là, ici, pour indiquer le sommet de la pile. Bad, il y a push DI. Le sommet de pile, il est là. Donc, décrémentation de SPD-2, suivi de l'écriture de DI, 6, 7, 8, 9. Et le SP, il est là, pour l'instant. Après push DI, le sommet de pile, il est là. Ensuite, je fais quoi? Un call NIR PTR archi. Rappelez-vous, NIR PTR, ça veut dire que cet appel et la procédure sont dans le même code segment. Dans le même code segment. Et donc, il va y avoir, avant que le processeur passe à la procédure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauvegarder l'adresse de retour. Et comme c'est intrasegment, ça veut dire CS ne change pas. Donc, il va sauvegarder seulement le IP. IP retour. Si vous allez sur les feuilles des instructions que vous avez, le ISA 8086, vous allez sur call NIR, vous allez trouver que cette instruction prend seulement 3 octets en code machine. C'est les feuilles des instructions qui le disent. Donc, cette instruction call NIR PTR ne prend que 3 octets. Et donc, ça veut dire qu'il va sauvegarder, avant de passer à la procédure, après le call, il va sauvegarder l'adresse de retour. Et donc, il va sauvegarder seulement IP. Pourquoi? Parce qu'on a vu, quand c'est intrasegment, le processeur ne sauvegarde que IP retour, seulement le IP retour. Parfait. Donc, alors, c'est quoi le IP retour? Le IP retour, c'est le IP de l'instruction qui est là, tout simplement. Donc, alors, il exécute call, donc il va encore empiler. Donc, je passe de 01FC à 01FA et il va sauvegarder le IP retour, qui est donc le IP de la prochaine instruction. Et le nouveau sommet de pile, il est là. OK? Jusqu'à maintenant, à l'entrée de cette procédure, voilà la consistance de ma pile. Alors, maintenant, c'est là où je vais voir cette notion de pile en tant que mémoire. Alors, voyez qu'est-ce que je fais dans la procédure. Je fais move ppsp. Que fait cette instruction? Elle prend le SP et elle va le sauvegarder dans BP. Vous avez intérêt à comprendre ça parce que vous avez un TP et donc qui parle de cela, qui traite cela. Donc move SPBP, ça veut dire le SP qui est 01FA, il va être chargé dans BP. OK? Maintenant, rappelez-vous, le sommet pile est là. Et en principe, pour accéder à la donnée qui est là, il faut d'abord passer par celle-ci, parce que les accès sont séquentiels. Mais si je vois la pile en tant que pile, je vais utiliser BP. Si je fais move CX BP plus 4, par défaut, quand j'utilise BP, dans le mode d'adressage, je suis toujours dans SS. Et si vous voulez préciser ça, allez dans les feuilles des instructions, au grand tableau, là où il y a mode, RM, etc. Et vous allez voir qu'à chaque fois que BP est utilisé, entre crochets, je suis dans le stack segment. Donc, si je fais move CX BP plus 4, rappelez-vous, BP a été chargé par SP, donc je suis là. Si je fais move CX BP plus 4, donc, voyez, voilà BP plus 2, et voilà BP plus 4. Et donc, c'est 1, 2, 3, 4 qui va aller dans CX. Alors, qu'est-ce que vous notez? Le SP n'a pas bougé d'ici. Le SP n'a pas bougé d'ici. Et j'ai fait un accès direct à la pile en tant que mémoire ici, sans passer par l'élément qui est là. Et donc, je vois la pile ici comme étant de la mémoire. Ensuite, je fais move BX BP plus 2, et vous remarquez quoi? Vous remarquez que je suis toujours là. Le sommet de pile est toujours là. Il n'a pas bougé. Et grâce à BP, donc je passe à BP plus 2 ici, et je lis cette valeur-là que j'affecte à BX. Voilà. Donc, je fais des accès directs à la mémoire. Bien. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Parfait. Donc, sur ce, يعطيكم الصحة، صحة فطوركم، السلام عليكم وعلى خير. Merci, monsieur Sahaftor. صحة فطوركم، صحة فطوركم. Merci, monsieur Sartor. Merci, صحة فطوركم. Merci beaucoup, صحة.
يا الله، arrêtez.